Oh, comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Allez le petit. Allez. Never see you, mon grand. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'est le moment de se retrouver devant votre programme avec Total Énergie. Bonjour à tous et bienvenue dans Kick Off Rugby. On fait corps ensemble pour démarrer le week-end. Émission disponible sur Rugbyrama, sur YouTube, sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur Via Occitanie. On va parler rugby toujours avec le sourire, vous le savez. Au programme de cette émission, un débat qui s'annonce déjà très animé sur les entraîneurs. Sommes-nous trop exigeants avec les entraîneurs ? C'est la question qu'on s'est posée. On vous donnera nos arguments et juste après, on ira rejoindre Basile pour un petit quiz. Dans la consigne du coach, Nicolas Zanardi évoque l'opposition de style entre l'UBB et le Stade français. Et enfin, on terminera avec nos pronos, un grand classique. Et pour parler de tout ça, nous avons le plaisir d'accueillir un nouveau briviste. Et non, Romain n'est pas le seul à supporter le CAB sur cette planète. Il s'est fait connaître sur les réseaux sociaux et accumule aujourd'hui une belle communauté rugby. Vous le connaissez sans doute sous le nom de Nogodi. Salut Noé. Salut. Merci de m'accueillir ici, ça fait vraiment plaisir. Content de pouvoir échanger sur tous ces sujets-là. Effectivement, on manque peut-être encore de brivistes dans l'univers rugby, dans le paysage rugby de manière générale, et je me devais peut-être d'en rajouter un petit peu par ma présence. T'as vu, on rigole pas sur le plateau. Ah non, c'est... c'est... J'ai vu que t'as commencé à attaquer les bonbons, mais... Pendant mon sommaire et tout, c'est pas sympa ça. Mais non, chaque fois, toi, tu rigoles. J'adore ton petit sommaire comme ça, en soirée sur le 20h. Ah, c'était... Là, c'est le 20h et tout. Très carré. Ouais, carré. J'avais envie qu'il dure encore plus longtemps, oui, le sommaire. vrai. C'était top. Bon, alors du coup, on t'appelle Nogodi ou Noé ? Noé plutôt Noé, dans le truc, mieux. mais sinon, oui, effectivement, mon pseudo, c'est Nogodi. Voilà, Si parle tu devais te présenter en quelques mots. je parle de rugby de manière un petit peu plus large maintenant. On échange aussi régulièrement sur Twitch en live avec tous les gens qui ont envie de réagir, de parler aussi rugby. On aborde beaucoup de sujets. Voilà, on va parler du jeu purement et de tout ce qui l'entoure. Et voilà, peut-être un petit peu de divertissement autour de temps en temps, comme qu'on a pu le faire sur certaines vidéos avec d'autres collègues créateurs de contenu. Et voilà, apporter une vision différente et bienveillante. C'est un briviste en plus, donc comme quoi. Donc voilà, non, c'est un petit peu ce que Tu je dois cherche. trier après tous les messages, il y avait faute, l'arbitre, etc. On essaye, comme je dis, toujours essayer d'être objectif, etc. Mais bon, quand c'est brief, c'est un petit peu plus compliqué. Mais sinon, pour le reste, j'essaye de l'être quand même. Donc ça, Tu prêches un convaincu puisque je t'ai pas oublié, je vais te présenter. Non, mais sinon, je peux me présenter directement aux gens, il n'y a pas de problème. Je suis inconnu, moi. Tout le monde s'en fout. On te présente plus. Ta mauvaise foi non plus, d'ailleurs. Hein Mais ici, t'es quand même notre Rochelet préféré. T'inquiète pas. je suis toujours dans les 6, toujours là. on sait pas trop comment, mais Et on sait pas combien de temps encore, mais... Qu'est-ce qui vous hype le plus ce week-end ? Quel match vous donne envie là de... Alors, Allez, c'est parti. Je vais rester dans le thème. Moi, je vais parler du match de Brive. Ouais. Bien évidemment, Brive qui, un peu miraculeusement, va probablement... Alors, je veux pas me porter la guine, mais... probablement se présenter dans le top 6 pour la fin de saison de Pro D2 et éventuellement regarder plus haut. Par rapport à toutes les difficultés de la saison, c'est presque inespéré, mais c'est magnifique si ça se termine comme ça. Donc bien évidemment, j'attends demain soir avec impatience. Moi aussi, parce qu'il faut que vos brévistes gagnent pour que mes Montalbanais soient maintenus. C'est vrai que... Alors précisons quand même qu'à chaque fois que Manon a un club au middle, généralement ça se finit mal. Ça se passe pas très bien. Je les ai tous fait descendre, mais cette fois, ça va être différent. Je suis en train de faire du lobbying pour qu'ils prennent le Stade Toulousain l'année prochaine. il va falloir Amitié à mes amis toulousains. Et toi, Paul ? Moi non, en vrai le multiplex de Pro D2 me hype parce que c'est quand même le temps fort du week-end, parce que là en top 14 les phases finales sont pas encore là, tu vois, Toulouse a plus en tête, on attend plus la finale de Coupe d'Europe que cette journée de top 14. Après quand même on va en parler dans l'émission, mais le petit Stade français Bordeaux me chauffe pas mal parce que Paris en a pris une belle à Toulouse. On voir comment ils vont se rattraper. En fait. Et oui, et puis c'est surtout que cette deuxième place qu'on pensait acquise à fond à Paris et à Toulouse, elle est pas jouée au final, parce que Bordeaux termine très fort. Donc si Bordeaux va gagner à Paris, tout est relancé. Donc ce match-là va être intéressant. Ça va être intéressant. Et forcément La Rochelle-Pau, parce que si La Rochelle perd là, c'est la saison se termine en plus très, Pau très mal. serait du coup un énorme concurrent au top 6.
en cas de victoire à La Rochelle. Du coup, c'est victoire obligatoire pour les Rochelle. C'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs intéressants. Il y a pas mal de matchs et j'ai un peu peur des Palois parce qu'ils ont commencé très fort la saison. Après, ils ont eu un petit creux, mais il ne faudrait pas qu'ils terminent très fort aussi la saison pour finir dans les 6. Ce qui serait quand même mérité en termes de jeu et de proposition. Je trouve quand même sur la saison, ils ont montré des belles choses avec beaucoup de jeunes. Donc ça serait intéressant pour eux. Tu trembles un peu quand même. Ah là, je tremble, oui. Je tremble un peu, ouais. Surtout. Allez, changeons de sujet. T'as pas fini ta phrase, mais bon, c'est pas grave. Là, t'allais partir surtout avec les blessures, hein, je te connais. Oui, forcément. Faire le match avant de le vivre. Voilà, je crois à Ronan O'Gara. On va en parler des entraîneurs. Oui, on va en parler après, t'inquiète. T'as vu cette magnifique passe? Allez. Avant de se lancer dans notre débat du jour, j'avais envie de vous parler d'un de mes coups de cœur. Il concerne le Racing 92. Je vous explique tout ça dans le discours d'avant-match. Le discours d'avant-match. Je sais pas vous, mais moi, voir le Racing sortir de sa grotte lors de la 23e journée de Top 14, ça m'a fait du bien. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, Taylor Swift a pris possession de l'Arena le week-end dernier, et donc les Racingmen se sont délocalisés à Auxerre, sur un stade emblématique de football, celui de la Baie des Champs. C'était la première fois qu'un match de rugby se jouait sur cette pelouse. Et sous un soleil brûlant, Tuisova a fait son retour. Il a marqué l'essai le plus rapide de la saison. Le Racing a déroulé. Bon, ça, c'était jusqu'au carton rouge de Sanconi et surtout jusqu'au moment où les Bayonnais ont pris l'avantage pour aller chercher leur première victoire de la saison à l'extérieur. Mais là n'est pas vraiment le sujet, messieurs. Parce que ce qui était beau, c'était de voir des tribunes pleines. Sous un soleil battant, un Racing qui voit enfin la lumière. Au cas où vous ne l'aurez pas remarqué, je ne suis pas très fan de l'Arena, parce qu'honnêtement, pour moi, c'est une salle de spectacle au milieu de laquelle on a mis un terrain de rugby. Pour moi, le rugby, ça se joue à l'extérieur. Oui, je m'engage. L'hiver, on a froid et on se gèle les doigts avec notre bière. L'été, on a chaud, on est en plein cagnard, on prend un petit coup de soleil. Pour moi, c'est ça aussi l'ambiance rugby. Et certains diront que je suis de la vieille école, mais la saison dernière, je suis allée voir un Carcassonne-Rouen sous -5 et je me suis régalée. Sachez-le. Et en tout cas, voir le Racing loin des paillettes de l'Arena et surtout à l'air libre, ça m'a fait du bien. Je sais pas vous. Tu vas pas partir en vacances avec Jackie Lorenzetti Non, ça c'est sûr. Surtout après ce que j'ai dit sur les après ce que j'ai dit sur les derbies. Oui, c'est vrai. Non, mais franchement, oui, c'est vrai que c'était sympa de voir à Auxerre mais moi, je trouve que ça fait du bien. En fait, le problème que j'ai avec cette Arena, c'est que je me dis, occasionnellement, c'est cool. Parce que ça reste quand même un spectacle, les matchs du Racing à l'Arena, avec tout ce qu'il y a autour. Mais je me dis, tout le temps, toute la saison. Je sais pas ce que tu en penses, toi. En vrai, je sais pas quel est l'avis des joueurs à ce sujet-là. Je pense qu'on en a peut-être peu entendu parler. Parce qu'en vrai, ça leur offre quand même des conditions de jeu qui sont idéales. Alors, c'est pas forcément les meilleures conditions de jeu pour le Racing. Ça, c'est autre chose encore. Mais ça offre quand même des conditions de jeu idéales, même en hiver. Alors, effectivement, peut-être que le rugby perd un petit peu d'identité là-dedans. Parce que nous, nos matchs dans la boue, ou alors maintenant, il y a moins de boue avec les terrains hybrides notamment. Mais les matchs, au moins, il fait froid, on n'attrape pas un ballon. Ça fait quand même partie de l'identité de ce sport. Et tout au long d'une saison, on est obligé d'avoir ces matchs-là. Peut-être qu'on perd un petit peu ça aussi avec l'Arena. Moi, je suis un petit peu curieux vraiment de l'avis des joueurs, mais ce que j'en pense personnellement, c'est que déjà, je trouve que le Racing a peut-être une perte d'identité depuis quelques années, et je trouve que l'Arena n'a vraiment pas aidé là-dedans. C'est vrai. Où on n'a pas un stade mythique, on n'a pas l'habitude d'avoir telle ou telle chose. Il y avait Colombe avant, c'est vrai que c'était... ça. Et puis en plus, toutes les semaines, il y a des événements à l'Arena, donc on est obligé toujours de la moduler, de la changer, etc. Je pense pas que ça soit effectivement, que ça rende vraiment service à cette équipe du Racing. Mais ça rend service pour moi quand même au rugby. Parce que en termes de jeu. En termes de jeu, et surtout que voilà, chacun, quand tu vas jouer à Bayonne, quand tu vas jouer dans des stades comme ça, tu sais que tu peux te retrouver à Oyo, avec des conditions difficiles, tu peux te retrouver un peu dans... il fait hyper froid, alors qu'au Racing, c'est une autre condition, mais du coup, ça enrichit encore le rugby, où quand tu vas faire un déplacement au Racing, c'est une autre préparation, quoi, même pour les équipes, pour les joueurs. Mais c'est aussi ça l'avantage de jouer à domicile. Tu vois, Oyo, ils sont habitués à jouer dans le froid, sous la neige, donc eux, ça les perturbe pas forcément. Tu vois, c'est aussi un avantage de connaître les conditions dans lesquelles on joue tous les week-ends. Après, à eux aussi d'utiliser ce terrain pour former une équipe qui va peut-être plus jouer. Ils ont essayé un petit peu de le faire, parce qu'ils ont quand même des joueurs qui sont gazés, des joueurs qui aiment bien tenir le ballon et qui aiment bien jouer dans les espaces.
Donc c'est sûr que au Racing, il faut jouer avec la vitesse, il faut pas jouer comme peut le faire La Rochelle, quoi. Ça marche moins bien normalement qu'une équipe comme Toulouse qui en plus a l'habitude de gagner, quoi. Donc, on revient quand même sur La Rochelle. Toujours. Non mais parce qu'après je sais qu'on va pas en parler aujourd'hui, donc je suis obligé au début d'en parler. Vrai. On va parler de Pro D2, de Brive. Je t'ai entendu tout à l'heure, la Brive. Chacun. Mais c'est vrai que cette arena, c'est. Je peux comprendre même l'idée de se dire que bon, un stade ouvert et compagnie, c'est pas la même chose. Je comprends l'idée, ça fait un peu ambiance peut-être NBA d'avoir cette arena-là. Je peux comprendre que ça fasse un peu bizarre, mais bon, moi vraiment, si on refait un débat là-dessus un jour, j'ai vraiment envie d'avoir l'avis d'un joueur. C'est vrai, ce serait ça pourrait être hyper intéressant parce que je pense que leur vision n'est pas forcément la même que nous d'un point de vue extérieur. Mais et en plus, en vrai, quand même, au Racing, il n'y a pas non plus énormément de supporters. À Colombes, souvent, on entendait plus les adversaires que les supporters du Racing. Donc, je pense pas que, tu vois, je pense que ça serait plus dérangeant pour une équipe comme Bayonne, comme Perpignan, qui a l'habitude d'avoir son public très chaud, d'aller dans une salle un peu comme ça. Là, ça serait un peu bizarre. Alors que le Racing, il a quand même l'habitude de ça donne la sensation, quand tu as une vision de loin, que du coup, il y a moins de monde. Alors, il n'y a pas le nombre de supporters qu'il y a à La Rochelle, ok. Mais j'ai regardé les affluences de cette saison, c'est quand même pas mal. Ils font des 14 000, ils font des 13 000. Bon, il y a des matchs où ça descend un peu. Mais tu vois, ils ont quand même beaucoup de supporters et on a la sensation que ça sonne creux. Mais ça me fait penser à... récemment, j'avais eu un petit débat avec des abonnés et tout notamment, où on parlait du fait que les matchs en Afrique du Sud pour la Coupe du Monde, c'était un problème parce qu'il n'y avait personne dans les stades. Ouais. Et en fait, je leur ai dit, le problème, c'est que le stade de Cape Town, là où par exemple La Rochelle a joué son 8e, il y a 55 000 places. Donc c'est très grand. Ouais. Et en fait, on avait vraiment à la télé, on se dit, putain, il n'y a personne alors que c'est un 8e. Excusez-moi pour le gros mot, désolé. C'est le rugby qui est sorti, désolé. Non, mais on se disait, on a l'impression qu'il n'y a personne et pourtant il y avait 27 000 personnes. Oui, voilà, donc ça fait partie des grosses affluences quand même pour un match de rugby. Et c'est vrai que les grands stades donnent cette sensation-là. Et pareil, je suis pas sûr que ce soit une très bonne chose. Est-ce que aller chercher un stade avec une affluence qui pourrait être adaptée serait peut-être même pour le rendu visuel, pour l'identité du club et tout ce qui va mieux, je sais pas. Ouais. C'est ce que j'avais peur avec Bordeaux. Quand ils sont partis à Chaban, parce que Chaban est quand même un super stade, hyper grand, et au final ils le remplissent très très souvent, donc ça montre bien que c'est possible. Après, Bordeaux est une grande ville, mais quand même j'avais aussi cette petite crainte, attention à pas se retrouver avec un Chaban à moitié vide. À moitié vide, ouais, bien sûr. Et au final ils remplissent très très souvent quand même Chaban, donc ça montre que il y a des villes qui se passionnent pour le rugby, vraiment. Ah ouais, c'est devenu une vraie ville de rugby quand même. Quand on voit tout l'engouement qui est pris autour de l'UBB, c'est... Sur les dernières années, c'est impressionnant quand même. Peut-être aussi des Girondins, je sais pas, qui sont un peu, qui sont un peu dans le dur. Probablement, il doit y avoir de ça, oui, ça c'est sûr. Je sais pas, mais je pense que les gens s'intéressent de plus en plus quand même au rugby en général, tu vois. Ouais, tu vois quand même l'effet Coupe du Monde. C'est monté en puissance. Il y a eu l'effet Coupe du Monde aussi. Toi, je pense que tu dois aussi le voir peut-être avec les gens qui te suivent de plus en plus. T'as vu justement, ça c'est une vraie question. T'as vraiment eu encore plus d'abonnés, de mecs qui te suivent depuis la Coupe du Monde. C'est ça, effectivement. Alors c'est même avant la Coupe du Monde. J'ai senti que quand l'engouement commençait à monter un petit peu, les gens commençaient à se dire si on se penchait un petit peu sur ce qui se passe, et puis on a la chance d'avoir une équipe de France qui tourne pas trop mal sur les dernières années. Du coup, les gens ils se disent, en équipe de France qui gagne, on reçoit la Coupe du Monde, on a probablement l'un des meilleurs joueurs du monde avec Dupont. Ça, Dupont, tout le monde le connaît, même si on ne connaît pas le rugby. Et ça, c'est une chance, une vraie chance pour le rugby français. Et c'est vrai que à quelques mois de la Coupe du Monde, j'ai senti que ça commençait à créer un truc, les gens s'y intéressaient, même s'ils ne comprenaient pas trop, etc. Et après, effectivement, ça s'est un petit peu arrêté à la Coupe du Monde. Mais je sens que cette base de gens qui s'y intéressaient, il y en a quand même beaucoup qui sont été acquis, on va dire, par l'univers rugby. Et c'est quand même assez intéressant. Et je pense que ça a beaucoup aidé la Coupe du Monde, d'avoir des joueurs qui soient aujourd'hui parmi les meilleurs mondiaux, une équipe qui tourne et tout, c'est hyper important. Et effectivement, d'avoir des villes aussi qui se convertissent complètement au rugby, comme Bordeaux, qui a été un bon exemple juste avant. Bordeaux, mais même, tu vois, on pourrait faire un débat comme ça pendant 10 ans, mais tu vois, en Bretagne aussi. Oui, complètement. Vannes, cette année, c'est quand même incroyable. Vannes, ils ont fait pas mal de guichets fermés. Non, mais oui, Vannes, ils ont fait pas mal. À Nevers, il y a du monde. Enfin, c'est vrai que ça. Il y a peut-être l'Est de la France encore qui est un petit peu, tu vois, l'Est un peu en dessous. Mais sinon, t'as l'impression vraiment que c'est plus que le Sud-Ouest comme il y a quelques années, le rugby. Ça a vraiment tout ça pour dire que le rugby, c'est mieux à l'extérieur, quoi. Bien sûr. Bon, messieurs, il est temps de passer à la suite. Et on va aller tout de suite au cœur du ruck. Kick-off rugby au cœur du ruck. Au cœur du ruck cette semaine, les entraîneurs. Le rugby d'aujourd'hui n'est-il pas trop exigeant avec les entraîneurs ? Donc,
Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je me suis posé cette question. Ça fait quelques saisons maintenant qu'on voit que les entraîneurs finalement sont un petit peu sur un siège éjectable. Ça tourne, c'est tout ce que vous voulez, le jeu des chaises musicales, enfin ce que vous voulez. Mais j'ai la sensation que c'est pas toujours justifié. En fait, c'est vraiment la solution la plus simple. C'est-à-dire, ça marche pas, on vire le manager, on le change. Et preuve en est que ça n'a pas toujours marché. Si on prend par exemple Montpellier cette saison, on a changé de manager. On a mis une nouvelle team à la tête du MHR. Ça a été un feu de paille. Ça a marché un temps. Aujourd'hui, honnêtement, est-ce qu'on peut dire que le MHR performe ? Non. Voilà, donc je dis que c'est pas toujours la solution et c'est devenu, j'ai l'impression, monnaie courante, quoi. On vire à tout va maintenant. Tu veux y aller Ouais, déjà, il y a un truc très simple à dire à ce sujet-là, c'est que c'est toujours plus simple de virer 1 ou 2 entraîneurs que 10 joueurs. Ou 15, ou peut-être même 20 dans un effectif. Ouais. Et en plus de ça, il y a aussi beaucoup de choses qui font que on met les entraîneurs dans des conditions particulières aussi. C'est-à-dire que s'il y a un projet, l'entraîneur, ça ne fonctionne pas, il va se faire éjecter, on va rentrer quelqu'un dans le cadre, mais on ne va pas changer le staff, on ne va pas changer l'effectif au cours d'une saison ou même des fois à l'intersaison, parce que l'effectif de la saison d'après est déjà prêt. Et là-dedans, comment on fait ? En cours de saison, on va pas dire tel joueur, hop, on leur paye toute l'intégralité du contrat, on dépense 17 millions d'euros et on ne sait pas. Non, on peut pas. Voilà, ce n'est pas possible. Du coup, c'est le choix facile. Et pourtant, effectivement, l'entraîneur. Alors, le problème, c'est que comme on vire l'entraîneur facilement, je pense que tout le monde se dit c'est obligatoirement le fautif, sauf que c'est pas forcément la réalité. Alors après, il n'y a pas de méchant et de gentil, hein, c'est des histoires d'hommes et compagnie. Et là, enfin. C'est très personnel, on n'a jamais vraiment les insights sur ce qui se passe et compagnie, enfin peut-être vous un petit peu plus non, t'as raison, oui, c'est sûr que les situations sont pas simples pour les entraîneurs, mais à la fois c'est la seule solution aussi pour les clubs quand ils veulent changer les choses. Moi, sur la question est-ce qu'on est trop exigeant, il y a deux lectures, tu vois, parce que je trouve aussi qu'aujourd'hui les entraîneurs ont peut-être jamais eu autant de pouvoir dans certains clubs. Alors après, là où ça marche pas généralement, c'est quand un entraîneur, tu parlais des chaises musicales, quand tu vois, il vient pas avec l'intégralité de son staff, ça c'est très très important pour des coachs de venir avec des gens avec qui il a envie de travailler. Tu parlais de l'exemple de Montpellier, je suis pas sûr que Patrice Tolazo a pris tous les mecs qu'il voulait dans son staff et tout. Le pouvoir là est plus à Bernard Laporte pour parler de Montpellier. Mais il y a énormément d'exemples où des entraîneurs sont là depuis quelques années et ça marche de ouf. Tu vois, Hugo Mola à Toulouse, Ronan O'Gara à La Rochelle. Mais il a eu des débuts difficiles quand même, Hugo Mola. Oui, il a eu des débuts difficiles. Alors après, ça, c'est une deuxième lecture. C'est que peut-être qu'aujourd'hui, les clubs ne laissent pas assez de temps au tout début à une nouvelle équipe de fonctionner, parce qu'il y a la pression du résultat. Le top 14, tu gagnes 2 matchs, tu en perds 2, tu te retrouves 13e ou 6e facilement. Donc peut-être qu'au début, il faut laisser une saison au manager de faire marcher son équipe. Mais après, si ça marche, derrière, ils peuvent rester des années. Tu vois, il y a une sorte de... Et moi, ce que je trouve dingue, c'est que Philippe Saint-André, il ramène le premier bouclier de Brennus de l'histoire du MHR. La saison d'après, ça se passe pas très bien. Allez, réglé, on en prend un autre. Tu vois ? Oui. Si on veut un projet sur le long terme... Après, là, comme on disait, t'es pas au cœur, tu vois, j'ai rien contre Philippe Saint-André, mais t'es pas au cœur du vestiaire. Des fois, il suffit que le groupe, quand même, l'entière majorité des joueurs lâche un petit peu, entre guillemets, l'entraîneur. C'est compliqué, quoi. Tu vois, c'est compliqué. Et il y a des exemples qui montrent aussi que les joueurs peuvent ne pas lâcher l'entraîneur et justement le soutenir. Arletas l'année dernière avec Perpignan où c'est très compliqué, il est pas loin d'être viré par le président et au final les joueurs se mobilisent et ils terminent très bien la saison et ils se maintiennent Béziers aussi, voilà, c'est ça. Donc ça montre bien que des fois les joueurs peuvent aussi soutenir l'entraîneur et pas tout le temps le lâcher, quoi. Et tu vois, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas l'occasion de construire leur projet sur le long terme, c'est rare maintenant. Parce qu'il y a aussi un besoin de résultats immédiats. Oui. C'est la réalité d'un club, du sport, etc. Mais c'est presque la réalité d'une entreprise aussi. Ça fonctionne un petit peu de la même manière. Où on se dit, en plus, le problème, entre guillemets, à ce sujet-là de notre championnat, c'est qu'il est très punitif. Bon, là, on a quand même un MHR champion il y a 2 ans qui peut éventuellement descendre en Pro D2. Je ne sais pas si on se rend compte un petit peu du truc. C'est quand même... donc, c'est ultra punitif. Une saison qui passe pas bien. Et alors que peut-être, effectivement, si on avait... Alors, je dis pas que c'est une bonne idée. Moi, j'aime bien le système de descente et tout. Mais si on n'avait pas de descente, effectivement, peut-être qu'on laisserait les entraîneurs créer des trucs sur le plus long terme. J'ai l'impression, par exemple, que c'est ce que Clermont est en train de faire avec Curios, notamment.
Ouais. Et je pense que, peut-être pas la saison prochaine, mais celle d'après encore, quand il aura eu encore plus le temps de créer son effectif, de mettre les choses en place et compagnie, que c'est un projet hyper intéressant qu'on pourrait voir du côté de Clermont, qui était vraiment en fin de cycle en plus. Mais je pense que ça peut se faire que quand on n'est pas réellement inquiété par la défense, par la descente, pardon. Par la descente, ouais, c'est vrai que c'est un petit peu complexe. Et à la fois aussi, c'est que des fois, il y a des gens qui disent ok, cet entraîneur a été viré de tel et tel club, c'est qu'il n'est pas bon. On l'a vu avec Mola est parti sur une descente de Brive en Pro D2. Par exemple. C'est ça. Donc, alors que voilà, on voit aujourd'hui, c'est peut-être. Il y a eu de grands entraîneurs, bien évidemment, à Toulouse, mais il a eu quand même un parcours qui fait partie des plus grands de notre championnat. Donc effectivement, c'est après il y a aussi il y a aussi le fait que forcément aujourd'hui un manager, tu regardes tous les managers qui marchent très bien, ils ont une relation privilégiée avec le président, ce qui n'est pas partout pareil. C'est vrai que pour reparler de Ronan O'Gara, il a une relation particulière avec Vincent Merlin, c'était pareil avec Colazo à l'époque. Hugo Mola, il a une relation particulière avec Didier Lacroix quand même. Il faut qu'il y ait un tandem. À l'époque de Laporte Boudjelal, c'était quand même un tandem. C'est vrai que des fois, le président a aussi beaucoup de pouvoir dans le club français de décision, et tu ressens assez vite quand même quand tu sens que c'est pas l'homme du président, quoi, tu vois. Tu sens assez vite que ça peut peut-être marcher sur du court terme, mais est-ce que ça va durer 7 ans? J'ai quelques doutes là-dessus, quoi. Ouais, non, moi je pense qu'il faut laisser la chance. Et puis on a cité plusieurs exemples. Il y a aussi Vannes, Jean-Noël Spitzer quand même. Le président lui a fait confiance et il a quand même fait une saison où il accède aux demi-finales. Il perd en demi-finale. La saison d'après, il lutte pour le maintien quand même. Parce qu'on l'a vite oublié cette saison, et finalement, ils lui ont fait confiance. Alors que pour le coup, tu as raison sur le truc. C'est vrai qu'on est obligé d'avoir des résultats vite pour que ça se passe bien, parce que c'est tellement serré, les championnats, que ce soit top 14 ou Pro D2, que tout peut arriver à n'importe quel moment. Mais Vannes, ils lui ont fait confiance, et aujourd'hui, on les retrouve en haut du tableau. Non, mais c'est sûr. Donc, et je trouve que c'est monnaie courante. Il n'y a pas une saison où il n'y a pas un entraîneur qui est viré. Oui, mais après ça c'est le sport, enfin, c'est le sport pro, quoi. C'est vrai que là le rugby aujourd'hui fait partie des grands sports professionnels avec le football, tout ça. Il y a moins ce côté peut-être familial d'il y a 20 ans, 25 ans. Plus du tout même. Il est plus vraiment là. C'est du pro. C'est du pro, voilà, c'est du pro. Et c'est sûr que le pro, il est intransigeant, tu vois. Il est avec les joueurs aussi, parce que t'as des joueurs qui jouent pas de la saison, qui n'ont pas vraiment leur chance. Bon, on n'est pas en train de dire, est-ce que, tu vois, on est trop dur avec eux. Bon, voilà, ils le savent, quoi. À partir du moment où tu décides de faire ce métier, quand même, t'es au courant que tu peux avoir des succès, de la gloire quand tu gagnes et tout ça. Mais ça peut vite aussi se terminer, et tu peux être le fusible numéro 1. Parce que comme tu le disais, on peut pas virer, pas virer 15 joueurs, quoi. On peut pas virer 15 joueurs, quoi. Donc voilà, c'est sûr. Après c'est vrai que dans les équipes, je sais plus exactement la phrase de Klopp, l'entraîneur de Liverpool dans le foot, mais il dit que dans une équipe, forcément, tu as toujours 5 ou 6 mecs qui t'adorent, tu vois. Donc avec eux, tu n'as aucun problème. La majorité, c'est des mecs où en gros c'est moyen, tu vois, voilà, ils vont te suivre, mais bon, voilà. Et t'as toujours 4 ou 5 mecs aussi qui te détestent et qui eux veulent te voir partir. Donc au rugby il y a plus de joueurs, ça serait peut-être un peu plus haut, mais ça montre bien que quand t'es un manager, tu dois composer avec tout ça. Et il y a forcément dans l'effectif des joueurs qui vont vouloir que tu partes parce que tu ne le fais pas jouer, tu leur as pas donné ta chance et tout. Donc voilà. Il y a aussi un truc dans le rugby moderne, c'est que je pense que les joueurs en ont conscience de ça justement, et qu'ils se disent si la situation ne va pas, elle va pas à un tel, elle va pas à un tel, elle va pas à un tel dans l'équipe, venez, on va faire entendre notre voix aussi auprès du président, etc. Sauf que le président, souvent, il y a aussi des situations où il n'est pas entre guillemets le seul décisionnaire, c'est qu'il est un peu dos au mur avec des joueurs qui disent là ça va pas, machin, et c'est des choses qui sont très très difficiles à gérer, c'est vraiment en interne pour les clubs, mais c'est pour ça que quand il y a des entraîneurs virés, il faut toujours prendre un peu de recul, de se dire qu'on n'a jamais tous les éléments. Non, il n'y a jamais un grand méchant, un grand gentil dans l'histoire. C'est toujours, c'est pas noir ou blanc, c'est gris, on sait jamais trop. Mais par contre, je pense que ça continuera, et ça sera même peut-être de pire en pire entre guillemets pour les entraîneurs, parce que si les budgets continuent à augmenter et qu'il y a du rachat de contrats et compagnie, ça risque de bouger même en court de saison beaucoup plus à un moment. Au niveau des joueurs aussi, probablement un jour. Au niveau des joueurs, déjà ça commence à arriver. Ça commence parce qu'il y a quand même pas mal de, tu vois, même cette saison, il y a eu quand même des échanges, des mecs. Tu vois, moi c'est un truc dans le rugby, ça change un peu du débat, mais je comprends pas quand même pourquoi les transferts sont annoncés. Par exemple, un an avant, tu vois, c'est que le contrat est signé, quoi. Oui, mais tu vois, on voit moins ça dans le foot, par exemple. C'est qu'ils ont il y a un mercato, donc c'est plus clair, et il y a moins ce truc-là dans un an. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Après, il a été annoncé quand ? C'était en qui ça ? Juin, Woki. Woki.
Ah, mais quand il signe au Racing. À l'époque, oui, je me suis dit, j'ai pas suivi un truc. Par exemple, on sait quasiment depuis le début de saison que Bamba a signé au Racing pour la saison prochaine. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est le genre de truc où effectivement, on se dit après quelle est humainement la motivation du mec pour le projet dans lequel il est actuellement. Alors ça reste des professionnels, hein. Oui. Des mecs qui bossent pour le bienfait du projet, enfin j'ose espérer en tout cas, mais effectivement c'est vrai qu'on a des situations un peu particulières. Est-ce qu'il ne faut pas aussi éventuellement mettre des dates avec on se dit sur cette période-là il y a les transferts et tout, et sur le reste du temps peut-être les limiter, ou en tout cas limiter les signatures. Je sais pas. Moi je sais pas, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui quand même les gens le savent sans doute, mais il y a quand même un jeu d'agents qui est de plus en plus fort dans le rugby. Donc, tu vois, ça peut être aussi. Je tairai son nom. J'ai discuté avec un entraîneur il y a quelques semaines, et je dirais pas son nom, mais qui me disait que ce milieu-là l'avait un peu dégoûté parce que les agents sont de plus en plus forts. Il suffit que tu fasses des choix avec certains joueurs et tu vas avoir l'agent sur le dos. Tu te dis mais tu veux pas faire jouer, ok, très bien, on va négocier pour partir. Tu vois, c'est. Un manager, il doit quand même rester sur le sportif. Il fait ses choix, ils sont bons, ils sont pas bons. Après, il peut être jugé et tout ça. Il doit rendre des comptes, mais il doit quand même continuer à faire des choix. Et c'est pas les agents qui doivent faire le jeu, tu vois. Sinon, c'est plus du sport, quoi. Et c'est aussi les agents qui aiment bien quand ça change. Oui. Aussi. Que, par exemple, ça leur fait, si imaginons il y a un agent qui a 10 entraîneurs. S'il y en a un qui a enlevé, il va en placer un autre à lui, quoi. Ah, bien sûr. Donc plus ça change, plus ça profite. Et je trouve que humainement. T'en as parlé un petit peu, humainement c'est catastrophique. Pour moi, pour les entraîneurs. Pour les entraîneurs qui sont virés. C'est un truc de fou. C'est des mecs, je pense qu'on ne se rend pas compte que ce soit en Pro D2 en top 14, ils dorment quasiment pas. C'est des mecs, ils arrivent au stade à 5h du matin, ils repartent à 23h, à la maison, qu'il y ait des enfants ou pas. Personne. Il y a les matchs à la télé. Ouais, c'est ça. C'est quand même, on se rend pas compte, quoi. Il y a des mecs mais qui n'ont pas forcément leur chance. Je trouve qu'on leur laisse pas. Alors, il y en a, oui. Ils ont eu leur chance, ça n'a pas marché, bon, ok. Mais des fois, je pense que ça va vraiment trop vite. Oui, non, mais tu as sans doute raison. C'est vrai que les exemples qu'on cite qui marchent, c'est quand même des mecs, des managers qui représentent l'institution maintenant. Tu vois, c'est vrai que Hugo Mola représente avec Didier Lacroix l'institution toulousaine. Donc il a tellement de pouvoir aujourd'hui de décision. C'est plus juste un entraîneur, tu vois, comme il y a quelques années. Ronan O'Gara, c'est pareil quand même. Christophe Urios avant. Alors, aujourd'hui, moins, je trouve. Tu vois, il est quand même plus dépendant des résultats et c'est pour ça que ça se passe un peu, peut-être moins bien. Mais quand il était à Oyo, même à Castres, il représentait. Urios, c'était Castres, quoi. C'était l'identité casteraise, c'était passé aussi par lui. Et là, pour les entraîneurs qui ne représentent pas ça forcément dans les clubs, ça peut être difficile de rester, de tenir dans la durée. Et du coup, oui, ça peut être des fusibles un peu trop vite, quoi. Ouais. En vrai, la cible réelle de tous ceux qui sont virés, etc., c'est surtout les managers. Parce qu'il y a aussi tout un staff, tout le staff technique qui vient autour. Et en réalité, ceux qui sautent les premiers, c'est les managers. Et on se penche, je trouve, trop peu, peut-être, vers le staff technique, celui qui gère la touche, celui qui gère ça, celui qui gère ci. Et c'est en fait c'est pas vraiment le coach, c'est plus, j'ai envie de dire, le manager. C'est vraiment celui qui va sauter en premier. Et parce qu'en vrai, des coachs purement genre des coachs techniques de touche, de défense, d'attaque, il n'y en a pas tant que ça qui bougent. Ou alors ils suivent les entraîneurs. Oui, mais c'est quand même assez rare, quoi. Et alors, c'est un sujet, désolé pour parler d'un sujet que je connais du coup. À Montauban, c'est vrai que ces dernières saisons, ça performe pas forcément autant que ce qu'ils voudraient. Et en fait, on change le manager sans changer le staff. Donc en fait, on voit bien qu'il n'y a rien qui se passe. Oui, non, mais c'est sûr. Moi, je pense que c'est vraiment un sujet, pour le coup, où on ne regarde pas assez... Surtout qu'aujourd'hui, les staffs de rugby sont de plus en plus étoffés. Il y a énormément de mecs. Il y en a certains, ils s'occupent de trucs. Je ne sais pas trop ce que c'est, quoi, mais ça a l'air d'être hyper complexe. Alors, je n'ai pas les capacités, le niveau. Mais tu vois, les attitudes. Alors, attitude au contact, ok, mais bon... Ça, faut pas m'expliquer non, mais il faut pas m'expliquer qu'un entraîneur des avants il sait pas l'attitude au contact, quoi. Enfin, tu vois, ou l'entraîneur des trois quarts, c'est pareil. Tu vois, le côté mental, enfin, c'est des fois il y a des équipes, ils ont 10, 12, 13 mecs dans le staff sportif. C'est hallucinant, quoi. Ça montre bien que tout ne dépend pas que d'un homme. C'est pour ça aussi que imaginons on change celui qui est à la tête de ça et on met quelqu'un dans ce moule-là, dans ce cadre-là. Ça peut pas tout le temps fonctionner parce que c'est pas des hommes qu'il a choisis, c'est pas forcément un projet qu'il a façonné à son image et à son idée, j'ai envie de dire. Donc effectivement,
c'est surtout les managers, et en vrai, on change pas trop le reste. Et tant qu'on change pas tout un staff comme le foot le fait, on peut pas espérer des changements drastiques. Et je pense qu'il y a aussi des fois certains présidents qui se font l'illusion d'un changement énorme à travers juste un changement de manager. Ouais. Et la réalité est que ça change pas les joueurs sur le terrain et ça change pas le reste du staff non plus. Ouais. Ça peut avoir un impact humain sur une période donnée, mais je pense pas que ça soit non après non, c'est sûr, c'est pas drastique. Après il y a quand même ce côté, tu vois, quand ça se passe vraiment mal, ça peut marcher, l'électrochoc avec parce que tu redistribues les cartes, tu vois, quand il y a un changement, quand même, les mecs qui jouent pas depuis 3 mois et qui savent qu'ils sont pas dans les petits papiers, ils peuvent se dire bon, là c'est ma chance à l'entraînement lundi, mardi, mercredi, je vais encore plus montrer, et il peut y avoir quand même ce côté là qui fonctionne. Après, est-ce que ça marche dans la durée, ça c'est toujours toute la question, quoi. C'est sûr que tu vois, Davidson à Castres, ça a quand même fonctionné dans un premier temps. Là après, on voit que cette saison ça reste correct, mais c'est quand même un petit peu plus compliqué, parce que est-ce que lui aussi s'imaginait rester très longtemps, enfin voilà, il y a toujours ces questions là, quoi. C'est un débat un peu infini, mais on va quand même aller retrouver Basile parce que je sais qu'il nous attend. Allez. C'est parti, ça joue. Et on est en retard. Kick-Off Rugby, ça joue. Alors Basile, comment tu vas aujourd'hui ? Salut mes champions. Bon, je vois que ça fait plus la maille en interne, qu'il n'y a plus la petite flamme, donc on va chercher ailleurs. C'est un peu l'histoire de ma vie, j'ai envie de dire. Bon, on n'est pas là pour parler de moi, bref. Noé, sache qu'ici on sait accueillir les invités. Alors, comme t'es pour Brive et que c'est la dernière journée de phase régulière, j'ai préparé une spéciale Pro D2 de cette saison. Alors oui, je sais que ça plaît pas aux amateurs de caviar, aux goulus de langouste, mais il n'y a pas que la fine fleur du rugby dans la vie. Ici, on préfère les rillettes aux paillettes. Ici aussi. Oui, ici aussi. Aujourd'hui, on va se faire 2 listes. Alors les listes, pour t'expliquer, Noé, c'est assez simple. En gros, chacun votre tour, vous allez me donner une réponse et le dernier survivant l'emporte. C'est assez simple. Donc visiblement, je savais pas, j'étais pas au courant du thème de Au cœur du rec, parce que déjà, je m'en cogne pas mal de cette émission. Et j'avoue que du coup, ça correspond. Donc, je veux que vous me donniez tous les managers de Pro D2 actuellement en poste. Oh, facile. Facile. Le but, c'est d'aller au bout. Mais il y en a toujours un qui va bégayer à un moment. Oui. Ouais, moi aussi. Bon. Allez, honneur à l'invité, évidemment. Allons-y, Tiusboard, Rouen. Tiusboard, c'est bon. Bon camp. C'était mon tour, là. Sans désir. Ah mince. D'habitude, on tourne comme ça. Trop tard, c'est bon. La galanterie. Comment c'est, ça triche? La galanterie, ça lui passe au-dessus. Bah oui, surtout lui. Maintenant qu'il a une. Broncan, c'est bon. Bon, ça fait 6 ans, patron. Jean-Noël Spitzer. Moi, je vais déjà. Jean-Noël Spitzer, c'est bon. Faut que je réfléchisse. T'as les clubs là, si tu veux. Ah, c'est vrai que j'ai les clubs là. Moi, je les ai pas, pourquoi? Cachez-moi ces clubs. C'est Ruiz Angoulême. Ouais. C'est bon, Alex Ruiz Angoulême. Fortassin. Fabien Fortassin. C'est bon. Qui est à Valence-Romand. C'est bon. Julien Sarrotte à Colomiers. Ouais, toi, on est bon. Manix à Biarritz, actuellement. C'est on ça, est on bon. est bon. Spitzer. On est bon. Dit tout à l'heure. Ça est dit. Ah, tu l'as déjà dit? Éliminé. Allez. Je suis pas dernier, c'est bon. Dehors. Non, dehors, trop tard. Il a dit dehors, Basile, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Pierre Caillé à Béziers. Pierre Caillé à Béziers, c'est bon. Je crois que tu viens d'avoir le dernier que j'avais. Aïe. Triche pas. Après, tu ferais gagner Manon pour la première fois un jeu. Je suis l'invité, je vais faire gagner. Non, en fait, le truc, c'est que je sais très bien ce qui va se passer. Là, je vais pas avoir la réponse. On va dire un tel ici, je vais dire ah bah oui. Mais oui, voilà. Puisque ça bouge tellement et là, non, j'en ai pas qui vient en tête tout de suite. T'as pas dit Pépé Lafont? Eh ben c'est gagné pour J'ai Manon. encore dit Pépé Lafont. J'ai pas eu le temps de dire. Franchement, Pépé tu Lafont. gagnes sans avoir dit Pépé Lafont. Moi, je veux le garder pour la fin. Je trouve que c'est mérité. Tu gagnes sans dire Pépé Lafont, bravo. Brive. Bravo Manon. Mais je l'ai dit, mon compte. Je l'ai gardé en Le stock vert. au cas où. Péméja.
Oui, non, mais c'est vrai, mais bravo. Péméja, Allez, c'est bon. il y avait Je Péméja, il y avait Milly, J'en il y profite avait que je m'en sors bien Reggiardo. cette fois. Il y en avait pas mal. Bravo. Félicitations maintenant pour cette première victoire. On va Je le sais. enchaîner avec une deuxième liste. Il y a 12 personnes à trouver cette fois. On reste en Pro D2 évidemment. Il faut trouver les 12 joueurs qui ont inscrit 10 essais ou plus avant cette 30e journée. Oh. Ils sont 12. Ça va être, Eh ben, Noé, c'est à toi. Qui commence? Qui commence? Ouais, qui commence? Invité toujours. c'est dur. Peut-être que Surano a plus de 10 essais? Non, c'est manqué d'entrée. C'est manqué d'entrée. Il me semblait que Surano ait plus de 10 essais avec. Ah. La saison dernière. Tu sais, je la pense petite que oui. musique, à chaque fois, il Eh, pardonne c'est pas. peut-être ça cet qui enfoiré. ouais, la musique est terrible. Ah, en plus, la musique. j'étais quasi sûr. C'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup. Et voilà, pas. Non, Storti. Bah oui, bah ça, bien sûr. Storti, c'est bon. Je le gardais au cas où. 21 essais, meilleur marqueur. Je suis sorti. J'ai un trou, comment il s'appelle, l'ailier de Dax? Je vais pas t'aider, patronne. Ouais, je sais que tu vas pas m'aider. Il y en a 12? Plus de 10 essais. Il y en a 12. Je te donne un petit indice. Si, attends. Je te donne un indice ou pas? Non, j'ai pas besoin de toi. Loïc, un habitué de l'émission. Bah, on a dit Costa Storti. Gabin Laure. Gabin Laure. Mais si c'est bon, Gabin Laure, quand même. C'est bon, c'est 13 essais. Faut mettre un peu de suspense, sinon on s'ennuie. Je vais partir sur un joueur qui a signé à Montpellier, si je dis pas de bêtises. Elia. Elia, c'est bon. Eh oui. J'espère que je me trompe pas de saison. Je vais dire Amba Diang. Oula. L'année dernière, c'était sûr. Ouais. Aïe, aïe, Et aïe. parce qu'il est pisté cette saison-là. C'est pas bon en Badiang. C'est gagné alors. Et Ouais, t'as gagné. Paul s'impose. Et ben voilà. On va en entendre premier parler. Bravo. pendant une semaine. Ouais, mais tu aurais pas dû garder Storti pour la fin, tu vois. Ouais, c'est vrai, je me suis dit, je sais pas. Tu t'es trompé de stratégie. En fait, je me Broncan suis aussi, dit- tu l'as gardé Ouais, c'est vrai après. que Broncan, ouais, j'aurais tu vois, pas dû, deux j'aurais que pas t'as dû. voulu garder et au final, ça te coûte la victoire. Ouais, bah écoute, ça me coûte même la participation. Parce que j'ai même pas pu passer. Bah tant pis, hein, c'est pas grave. Basile, il a les réponses sous les yeux, sinon il est Ouais, tu incapable vois d'en ce que donner je deux. vis, Ouais, toutes je les vois, semaines. écoute, bah tant pis, hein, c'est pas grave. Maintenant, t'es hyper fier de toi. Là. Ah ouais, là. Non mais je le sais, hein. Ouais, Je suis sais contente, que là. tu vois quand Et il je est. me rattrape. La semaine dernière, j'étais catastrophique, Paul. Ouais, c'est vrai. Sur Twissova. Oui. Tu nous dire de. Le connard qui revient. Après, il y a des trucs, ça c'est pas simple. Hein. Vous m'avez dit tout à l'heure, le truc sur Twissova, etc. C'est Ah, c'était pas c'est simple. pas hein. simple. En vrai, c'est pas simple. Bah déjà, c'est pas ça. Et puis moi, je trouve que les listes comme ça, quand tu les fais autour d'une bonne bière, entre potes et tout, c'est facile, tu trouves facilement. Mais là, c'est plus dur, quoi. Quand Dès t'as que la t'as Après, c'est pression le et tout. Dès que contexte, t'as un le peu la contexte et la pression, pression, ouais. ça change tout. Ouais, Basile, évidemment. qui a été un super mec, qui met toujours la petite musique quand t'hésites pendant 3 secondes, t'as le cœur qui s'emballe et tout, donc c'est l'enfer. Ça y est, on a fini, Basile. Ouais, moi j'y vais, il y a question pour un champion là, je vous laisse. Hey, salut Basile. Allez, ça marche. Ciao. À plus tard. Bon, on va revenir aux choses sérieuses. Ouais. Dans la consigne du coach. La consigne du coach. Alors cette semaine, Nicolas Zanardi, journaliste du Midi Olympique, nous a concocté une petite analyse d'une véritable opposition de style entre le Stade français et l'Union Bordeaux-Bègles, qui s'affronteront donc pour clôturer la 24e journée de Top 14. Il nous donne les clés de ce choc, on l'écoute. Évoquer ce Paris-Bordeaux, c'est évoquer forcément une des plus grosses affiches de la saison. Parce que la place de Dauphin et donc de demi-finaliste direct sera en jeu, mais aussi parce qu'on va assister à une des plus grosses oppositions de style de l'année entre la défense de Paris, sa fameuse rush défense, et l'attaque de Bordeaux qui est très particulière. Le problème de Paris, c'est que depuis la fin des doublons plus ou moins, cette défense qui était un point fort, elle est un peu en difficulté. On les a vus encaisser 2 fois 40 points en déplacement, ça commence à être un peu difficile et on peut s'attendre pour ce gros match que le Stade français souhaite se rassurer sur une de ses forces. Le problème, c'est que face à eux se présentera une UBB qui, elle, est en pleine confiance avec une utilisation des ailiers qui est très particulière, très symptomatique aussi du projet de jeu mis en place par Yannick Bru et Noël McNamara.
où Damien Penaud et Louis Bielbiarré, pour ne pas les nommer, sont des joueurs qui sont amenés à intervenir de partout sur le terrain. Damien Penaud en position de 3e centre, on va dire, Louis Bielbiarré de 2e arrière, et ce sont des joueurs qui sont très difficiles à cerner et qui donnent une imprévisibilité totale au jeu de Bordeaux. Une des clés donc pour le Stade français, ce sera de les empêcher de nuire. Comment ? Eh bien, en gagnant la ligne d'avantage, en gagnant les premières collisions, en forçant l'UBB à jouer sur le reculoir et à se procurer des ballons de turnover qui pourraient être redoutables, sachant que lorsque Bielbiarré et Penaud se promènent un peu partout sur le terrain, ils ne sont pas là où ils sont censés être en défense. Très bien expliqué. Il est fort à chaque fois. Il est fort, hein. C'est très intéressant. C'est le professeur. C'est vrai que oui. L'appel de divin chaud. Ça nous donne envie direct d'être sur le match. Là. J'ai envie qu'il y ait le coup d'envoi tout de suite. Là. Ouais, c'est vrai. Pourtant, c'est pas si évident avec un match du Stade français. Enfin, pour ma part. Mais... Oh, ça y est, il commence à chambrer. Toi, tu partiras pas non plus en vacances avec le président du Stade français. Non, mais je peux partir en vacances à Paris quand même. On a du mal quand même. Paris, dans l'ensemble. Bon, on a vu un Stade français, pour revenir aux choses sérieuses, on a vu un Stade français en difficulté. Parce que c'était pas sérieux. Non, c'était pas sérieux. C'est la maîtresse, c'est vraiment. Tu nous donneras les bons points et les mauvais points à la fin de l'émission. Je te connais, toi, après tu pars dans tous les sens. Non, un Stade français en difficulté à Toulouse dernièrement. C'est vrai que malgré la bonne défense du Stade français qu'ils ont montré depuis le début de la saison, on imagine forcément des soldats roses en difficulté face à un nombre de facteurs risques impressionnants en fait à l'UBB. On se demande presque comment ils vont réussir à pas se faire franchir, tu vois, c'est... Ouais, après, comme l'a dit Zanar, c'est vrai que Bordeaux, je trouve, a progressé avec son jeu d'avant parce qu'une équipe, ils doivent quand même aller gagner cette ligne d'avantage qui parlait pour après pouvoir mettre sur orbite la ligne de 3/4. Et tu peux pas juste envoyer des passes pour les 3/4 et te régaler. Il faut d'abord gagner un combat d'avant, et c'est ce qui va être pour moi l'enjeu de ce match face à Paris, qui va vouloir se rassurer quand même. C'est pas tu vois, une formule de dire ça, mais quand on prend 40 à Toulouse, t'es obligé, ou même 50, t'es obligé de te rassurer avec ce qu'ils savent faire, la conquête, le jeu d'avant. Donc si Bordeaux arrive à remporter et à contrecarrer les avants parisiens, pour moi ils seront pas loin de la victoire, parce que derrière il y a quand même des qualités que pour moi n'a pas le Stade français. Ouais, bien sûr. Après, le Stade français a quand même cette capacité à annihiler toute ambition de l'équipe adverse à créer du jeu. On l'a vu, il y a des matchs qui étaient un enfer à regarder de temps en temps, mais en fait, eux, dans leur plan de jeu, tout était nickel. À bloquer les extérieurs, notamment avec la rush défense, à être plutôt dominants sur les zones d'affrontement. Ils ont tendance à cantonner l'équipe dans un jeu qu'ils ont envie de les laisser développer, très restrictif, etc. Et c'est pour ça qu'on a eu une très bonne défense de leur part, parce qu'ils arrivent à être bien organisés là-dedans, en tout cas sur une partie de la saison, pas effectivement moins récemment, et aussi une attaque, on n'a pas besoin de beaucoup marquer, c'est pas une équipe qui marque beaucoup aussi, parce que les autres ne marquent pas, donc il suffit juste de mettre des points, de punir sur les pénalités les différents points, et puis on n'a pas besoin de devoir faire des grands essais dans tous les sens pour espérer gagner. Après, effectivement, on sent que cette équipe de l'UBB, elle a passé un cap, notamment parce que devant, ils sont de plus en plus dominants. Il y a eu ce match face à La Rochelle, tu vois, où on attendait vraiment les Bordelais face à une équipe rochelaise. On connaît le jeu d'avant, la puissance, qui en plus leur fait mal depuis des années en jouant comme ça. Et là, ils ont répondu présent, ils ont vraiment mis à mal les avants rochelais. Et c'est comme ça qu'ils ont aussi remporté le match, pas qu'avec les 3/4. Donc je pense que moi j'ai été rassuré par la prestation de Bordeaux face à La Rochelle. C'est pour ça que je suis plutôt optimiste pour eux à Paris, parce qu'en tout cas ils ont trouvé comment réussir à jouer ces équipes-là. En tout cas, Paris, La Rochelle, ça se ressemble un petit peu. C'est quand même une équipe très dense devant, avec un jeu un peu direct derrière, tu vois, avec un bon buteur normalement, une paire de centres qui va frapper la ligne d'avantage et qui avance, et des ailiers. Il y a moins, tu vois, de jeu que dans d'autres équipes, mais c'est très efficace, quoi. Ouais, bien sûr, on est sur la base, mais une base très très efficace, très forte. Ouais. Après, il faut pas oublier un truc pour le match de ce week-end, c'est que on est dans un contexte qui est en fait proche du contexte qui était celui du match aller. Oui. Où en fait on avait un UBB qui commençait un petit peu, on commençait à avoir ces gammes qui étaient très efficaces derrière, avec des joueurs ultra tranchants, un pack qui arrivait à se mettre un petit peu au niveau de ces 3/4 là, alors pas autant que maintenant bien sûr, mais qui arrivait à mettre sur orbite en tout cas la ligne de 3/4 exceptionnelle de l'UBB.
Et on se disait qu'effectivement, ce Stade Français allait éventuellement tomber à Chabannes-Delmas. Ça n'a pas été le cas. Donc déjà, il y a peut-être un esprit revanchard du côté la du fameuse bébé, revanche. mais au-delà de ça, est-ce que on va du côté du Stade Français réussir à refaire un plan un peu similaire, à bloquer cette équipe de l'UBB dans un plan de jeu qu'on veut nous? Nous, j'entends Stade Français, bien sûr. Je suis pas supporter du Stade Français, mais voilà. En vrai, ça va être intéressant. Opposition de style, l'ultra offensif contre de l'ultra défensif. Effectivement, c'est peut-être pas l'équipe la plus intéressante à regarder cette saison. Non, c'est sûr, mais ils sont chouins à jouer quand même. Ils sont chouins à jouer. Il y aura en jeu une place de deuxième place en plus. Demi-finale à domicile. Oui, donc parce que ça aussi, ça entre dans la balance quand même. Alors, pas complètement. Tu veux me dire une saucisse, mais... Ah, ça a changé. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a la deuxième place qui est la place qualificative directement en demi-finale qui se joue. Oui. Mais donc là, tu as bégayé pour dire exactement ce que je viens de dire. Non, t'as dit une place en demi-finale à domicile. À domicile. Mais les demi-finales se jouent sur terrain neutre. C'est sur terrain neutre. Mais c'est vrai. t'es directement en demi-finale. Excusez-moi parce que j'étais directement Pro D2. Mais tu penses trop à la Pro D2. D'ailleurs, on a été bavard, donc on va passer au Money Time. On fera les explications plus tard. Allez, jingle. Kick-Off Rugby, Money Time. Allez, cette semaine, on change un petit peu nos habitudes. D'habitude, on fait des pronos sur le top 14. Mais cette semaine, sur la Pro D2, je sais que tu es ravi, Paul. Oui, ravi. Allez, on commence avec Brive. Bruit de trompette. Brive-Biarritz, il faut quoi? Faut que je donne juste mon idée du au moins long, tu expliques. Non, rapidement. Fais attention à ton choix, sinon tu rentres pas chez toi. Pour moi, les brivistes peuvent sauver leur saison littéralement là-dessus. Ouais. Alors, je dis pas que Brive va monter en top 14, même si ça sera probablement le cas à la fin de la saison. Mais même par rapport au recrutement et tout, rien que se réinscrire dans le top 6 pour la fin de saison, c'est important pour le club et pour bien se reconstruire éventuellement pour la saison prochaine. Et après, on ne sait jamais, sur quelques matchs, ça se trouve, ça va passer. Mais je ne vois pas les Brivistes se louper face à un faible Biarritz. Un Biarritz qui ne propose pas grand-chose, qui est en difficulté en défense, qui, sur les zones d'affrontement, je les trouve dominés, qui est en plus indiscipliné. La marmite est pleine là. Alors à moins d'un Brive qui déjoue complètement, je vois pas. Alors peut-être que je suis pas objectif, je l'entends, mais je vois pas comment les Biarros peuvent venir s'imposer à Brive. Et je pense sincèrement qu'en plus Brive a cet objectif du top 6. Tout ça réuni, je me dis que. Donne-nous un score. Ouais, en vrai, je pense sincèrement que Brive est capable de gagner avec bonus offensif sur ce match-là. Donc allez, on va dire. Espérons plus d'une trentaine de points à 10, disons. Ouais. Non, moi, je te rejoins complètement. Brive passera pas à côté. Il ne faut surtout pas qu'il passe à côté. Je le rappelle. Non, et franchement, je te rejoins sur le bonus offensif. Peut-être que je sous-estime cette équipe de Biarritz, qui est quand même allée gagner à Agen. Pas longtemps. Oui. Faut pas l'oublier. Oui, ils sont allés gagner à Agen, mais c'est vrai que. Non, mais. Ouais, je pars sur un 36-14. Agen jouait pas autant que Brive la joue, tu vois, par exemple. Donc ça change beaucoup l'équation, je pense. Et puis je dis ça aussi par rapport à la perf de Brive à Vannes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas joué comme ça depuis le début de saison, où c'était très discipliné, tranchant sur les différentes actions. L'utilisation du jeu au pied était beaucoup plus pertinent que ce qu'on a pu voir. Moi, je pense que Brive peut être très très chiant à jouer et on se dirige peut-être vers un Béziers-Brive, il me semble, en barrage. Attention, parce que pour moi, attention à Brive, qui a l'effectif pour. Ça a mis un peu de temps, il y a eu des problèmes cette saison quand même, mais là, changement d'entraîneur, tout ça, mais là, tu sens que, en tout cas, sur la capacité, ils peuvent très bien monter, Brive. Il faut... C'est vrai qu'on y revient, mais alors, petit aparté là-dessus, Golazo a trouvé quand même un club en 7 jours. Ouais, c'est-à-dire qu'il a quand même, il a quitté Brive, il a signé au MHR dans les 7 jours. Oui, ça, c'est pas incroyable aussi, quand même. Mais bon. Rapidement, messieurs, Mont-de-Marsan, Rouen et Nevers-Dax, je voulais en parler, parce que Mont-de-Marsan et Nevers jouent encore la qualif. Dax, historique, est dans le top 6 et ne devrait pas en sortir. Dax, il est qualifié, Oui, c'est sûr, maintenant ils sont qualifiés de toute façon. Mont-de-Marsan-Rouen, perso, je vois une victoire de Mont-de-Marsan, large, parce qu'il leur faut le bonus offensif. Pour espérer le top 6, Ouais, je suis d'accord avec toi, victoire large. Après, voilà, Rouen n'a pas encore tout perdu, mais à l'extérieur, c'est un peu plus compliqué. Rouen peut aller chercher un barrage contre le finaliste perdant de National. Ouais, tout à fait, c'est en cas de victoire, mais bon... Là, il faut aller taper quelqu'un qui vise le top 6 à 1 point, parce que ça se joue à 1 point. C'est du quasi impossible. Et pourtant, ça m'embête. J'aime beaucoup cette équipe de Rouen.
En plus, je trouve qu'elle est accrocheuse. Il y a un moment, il ne faut pas oublier qu'ils avaient 12 ou. C'est ça, ils sont revenus quand même. Ils ont mis le doute à Montauban. Ils sont dans une situation à être à 2 points d'aller chercher un barrage, quoi. Ouais. Et c'est pour ça que ça fait un peu de peine parce que j'aime bien cette équipe. Et en plus, on sent que c'est pas la plus dominante, que c'est pas les plus disciplinées, etc. Mais ça s'accroche. Le caractère affiché à domicile. Le caractère est vraiment impressionnant. Ils ont été capables de retourner de belles équipes chez eux dans les derniers mois. Ils ont eu un gros passage à vide en fait. C'est ça qui leur coûte très cher cette saison aux Rouennais. Mais je les vois quand même pas faire ce coup-là face à Mont-de-Marsan. Je pense qu'ils remonteront facilement pour paraphraser Vincent Franco, très connu aussi sur les réseaux. C'est une star, lui, on le reconnaît dans la rue. Lui aussi, c'est une star. C'est toi le gars de la 3e mi-temps. Ouais, voilà, c'est ça. C'est une grande star. Ils sont capables, et je pense qu'ils vont rouler aussi. Même s'ils descendent, c'est le genre d'équipe qui peut faire une saison de nationale avec 20 points d'avance, quoi. Ouais. Ils ont quand même les infrastructures, quand même, tu vois. C'est un club qui est quand même solide et qui s'est bien construit, je trouve. Ouais. Bon, on n'aura pas le temps de faire le reste des pronos, mais c'est pas grave. En tout cas, je souhaite la victoire de Montauban à Aurillac. Je le rappelle quand même un petit peu à la fin. Je l'espère. C'est quand même un truc parce que là, quand il y a ce genre de match face à des équipes qui n'ont plus rien à jouer, parce que c'est un peu, allez, on va dire le top 10, mais en vrai, il veut rien dire. Bien sûr. C'est quand même particulier parce qu'on ne sait pas à quel visage s'attendre. Bah ouais. Non, après, il y a les joueurs partants. C'est toujours bien de finir à domicile. On connaît Aurillac. Bien sûr. À domicile, c'est quand même très dur d'aller s'imposer là-bas. Soit tu veux faire. C'est très dur d'y aller déjà. Ouais. Tout court de se déplacer là-bas. Tu n'y reviens jamais en plus. Il faut quand même prévenir la famille à chaque fois. Bon, je reviens dans 5 ans. Ils vont être contents, les Aurillacois. Et on les embrasse, bien sûr. Allez, avant de se quitter, on va faire un petit tour de l'actu pour bien démarrer ce week-end. 80 secondes d'actu. Allez, on lance le chrono pour ces 80 secondes actu. C'est bien fait. Ce vendredi aura lieu la dernière journée de la phase régulière de Pro D2, un multiplex à 21h qu'il faudra suivre de près puisqu'on vient d'en parler. Il y aura du suspense en haut comme en bas du tableau. En top 14, Montpellier recevra Toulouse samedi à 15h. Le soir, c'est La Rochelle qui accueillera Pau. Cette 24e journée se terminera avec un stade français UBB. On l'a appris cette semaine, une légende du rugby français nous a quittés. Lucien Millas, ancien deuxième ligne et capitaine du 15 de France, s'est éteint à l'âge de 93 ans. Perpignan devra s'expliquer devant la commission de discipline et des règlements en marge de la réception de Clermont le week-end dernier. L'arbitre de la rencontre a été ciblé par de nombreuses insultes provenant des tribunes. Les sanctions pourraient aller d'une simple pénalité financière à un huis clos, avec sursis ou direct. Le match face à l'UBB a laissé des traces côté Rochelais. Victime d'une fracture du bras, la saison est terminée pour Botia et de son côté, Danty souffre d'une luxation de l'épaule. Il est donc espéré pour une potentielle phase finale du stade Rochelais. Et enfin, Santiago Chocobares, le centre du stade toulousain, a été suspendu 3 semaines pour un plaquage dangereux lors de la demi-finale de Champions Cup. Mais postule pour la finale, presque sur le gong. Ouais, c'est pas mal, en termes de timing, on est pas mal. C'est vrai, bravo. S'il n'y avait pas eu le petit bégaiement, je pense qu'on aurait été bon. Et qu'il le rappelle. Mais tu fais bien de le rappeler quand même, sinon je l'aurais fait. Oui, il se serait pas gêné, donc t'as bien fait. J'étais à ça. Bon, avant de se quitter, quels sont les projets là ? Quels sont les projets pour toi, pour qui arrivent ? Il y a quand même les finales de nos beaux championnats qui arrivent, sur lesquels il y a pas mal de projets sur place notamment, et puis après avec quelques acteurs de ces finales-là peut-être sur certains formats, interviews, ce genre de choses. Donc ça va être assez intéressant. Et puis on va se pencher un petit peu cet été aussi avec certaines personnes avec qui je travaille sur certains projets, sur un peu du divertissement autour du rugby, avec peut-être des joueurs sur leur temps libre, sur leurs vacances qui vont arriver. Tout ça va arriver très vite. Donc voilà, pas mal de choses, mais bon, toujours parler de rugby, bien sûr. Et si tu veux battre ton record, tu as un record d'un live là, quand tu étais au Vélodrome, tu avais fait 60 000, un truc comme ça. 60 000. C'était parce qu'il y avait le stade, je comptais les gens dans le stade. Ah putain, j'ai cru que... C'est fait avoir.
Je me En suis fait, fait avoir pour par ta le vidéo. contexte, j'avais Voilà. fait une viewing. Une viewing, c'est quand on regarde un match en gros en live Ouais. sur Twitch, Ouais. mais qu'on ne montre pas les images, juste on commente, on fait suivre le score et tout. Et j'avais été invité par le RCT pour le faire directement depuis le Vélodrome pour Ok. le match contre Toulouse. Donc pour le coup, c'était vraiment exceptionnel. Et j'espère qu'on pourra le refaire ça à l'occasion. Ouais. Mais en actu très proche, sinon, il y a samedi le match, la finale de National. Ah Qui oui. est sur la chaîne de France Rugby, Ok. sur la chaîne Twitch France Rugby, que je vais commenter aussi en direct. Ah, c'est Donc, cool. ça, c'est une belle expérience aussi. C'est bon à savoir et je le regarderai parce que moi je ferai le direct commenté sur Rugby-Rama. Donc du Voilà. coup, écoute, on Parfait. serait un petit peu ensemble à distance pour ce final. Toi, tu seras ici. Oui, moi je serai ici. Faut pas attraper froid. Mais pendant la Coupe du Monde, t'avais fait des trucs et tout. C'était vraiment, toi, la Coupe du Monde, ça a été un moment. Ouais, ça a été un moment un peu charnière, on Ouais. va dire, dans la création de contenu, parce que j'avais la chance d'avoir été invité à beaucoup de matchs, Ouais. ce qui permet de créer pas mal de contenu. J'ai aussi été en immersion, on va dire, avec la Nouvelle-Zélande notamment, où j'avais été invité à un Captain's Run, où j'étais seul avec Ouais, tous les Néo-Zélandais, où là c'était une expérience assez incroyable. J'ai pu faire une petite interview avec eux aussi. Ouais, ça a été ce genre de projet possible pendant la Coupe du Monde, encore plus en France où c'est beaucoup plus simple. Ouais, ça a été, c'était quand même un moment assez incroyable. Mais C'est pas ton meilleur souvenir rapidement je pense que ça en fait ça, probablement ouais. partie. Ouais, rencontrer les joueurs, même le fait de se dire que à la base c'était juste une interview que je devais avoir avec les Néo-Zélandais, et que la chance que j'ai eue, c'est que ça, on s'est bien entendu, notamment avec Rétalik, voilà. Et du coup, c'est eux qui m'ont proposé, les joueurs directement, qui m'ont autorisé entre guillemets à venir au Captain's Run. Trop bien. Ça a été Vraiment une expérience incroyable, assez incroyable. Après, bien sûr, j'ai eu la chance d'avoir été invité à Marcoussis pour le tournoi Destination, pour toutes ces choses-là. Donc, Que de belles choses. en ouais, tout que de cas. belles choses. Aussi. Dur de choisir. Merci Dur de d'avoir choisir. été Un avec grand nous. plaisir. C'était Merci à toi. C'est vraiment un plaisir. Merci Paul aussi. Merci N'oublie Manon. pas. Bravo. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine, toujours à la même heure et toujours avec le sourire, vous le savez. Toujours. Ciao. Oh, comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Allez les petits! Allez, Never see him on ground. un bel impact. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'était votre programme avec Total Énergie.